Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous publiez un livre qui s'appelle Plus vivant que jamais. Comment vivre l'inacceptable chez Michalon et Massot Éditions. Un livre très personnel. Un livre qui parle de vous comme peut-être rarement, parce que vous parlez de vos sentiments, vous parlez de votre amour, de ce garçon que vous aimiez, qui s'appelle Christophe, qui est décédé à 31 ans. Et pour vous, ça a été un changement total de vie? Bah, clairement, en plus, on est dans un endroit un peu symbolique, parce que quelques jours avant sa mort, il était ici. Donc c'est la deuxième fois que je viens depuis sa mort dans le studio, et à chaque fois c'est toujours beaucoup d'émotions, parce qu'en plus à cette émission il était formidable et il défendait... On va le regarder alors si vous voulez, parce que je voulais qu'on montre un petit extrait. C'était sa dernière intervention justement, et c'était chez nous, regardez. Simplement, je pense qu'il y a tous un déclic. Il y a un déclic à un moment donné dans sa vie où on se dit, c'est vrai, il faut se mobiliser sur cette question parce qu'on sait qu'on est mortel, mais on ne sait pas comment on va mourir. Et donc à la DMD, on se mobilise justement pour savoir comment on va mourir. Il défendait justement le droit de mourir dans la dignité, et je ne pense pas qu'il imaginait que quelques jours plus tard il serait parti. C'est évidemment très violent. Beaucoup de gens ont vécu ça aussi ces dernières semaines, puisqu'avec avec la Covid, comme vous savez, beaucoup de gens sont morts brusquement, en plus sans que les personnes puissent être présents, ce qui a été mon cas aussi. Et oui, c'est une douleur terrible, et on n'imagine pas, parce qu'on est dans une société où, vous savez, faire son deuil, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que moi, un mois plus tard, on me disait, il faut passer à autre chose. Comment on peut passer à autre chose après 11 ans de vie commune? C'est extrêmement difficile, et c'est vrai que cette société est pas prête à ça. Il faut toujours être en avant, toujours avancer. Et puis en même temps, j'ai eu moi un peu de chance. Et un mois après sa mort, il y a un truc qui m'a énormément aidé. Il y a parfois des paroles comme ça. On dit que les paroles ne servent à rien, les mots ne servent à rien. C'est assez faux quand vous êtes dans le deuil. Et il y a une dame dans une manifestation dans le 12e arrondissement qui vient me voir. C'est une dame qui avait au moins 75 ans. Et puis elle me dit ses condoléances. Puis elle me dit, vous savez, vous avez quand même eu beaucoup de chance. Vous avez vécu l'amour. Moi, j'ai jamais connu ça. Et en écrivant ce livre, etc., je crois qu'il y a tous les jours cette dame que je n'ai jamais revue, que je ne connais pas, je pensais à elle et je me disais quelque part, j'ai eu de la chance aussi, parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre un grand amour. Et moi, j'en ai vécu un formidable. Alors certes, aujourd'hui, il y a l'absence qui est difficile, donner du sens à la vie, surtout quand on a 60 ans, et quand même, voilà, quand on a 30 ans, que ça vous arrive, les choses sont différentes. Mais en même temps, on continue, puis on se dit qu'on est rempli de ça, et ça me permet de continuer quand même mes combats. Et c'était un combat permanent, parce qu'il y a vos combats que vous meniez ensemble. Il y a la différence d'âge entre vous, puisqu'il est décédé, il avait 31 ans. Il a eu des épreuves dans sa vie, vous les avez partagées avec lui le plus possible. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le sentiment d'être seul? Même si vous êtes très entouré. Oui, j'ai la chance. Vous voyez, dans la vie, il faut toujours, on a tous nos épreuves. Mais oui, la solitude, quand vous êtes le soir chez vous et qu'il n'y a plus personne, bien sûr que c'est extrêmement difficile, surtout quand vous menez des combats difficiles. Vous savez, moi, je bats pour la question de la fin de vie, sur les droits des homosexuels, sur le sida, des combats qui parfois vous attirent une violence inouïe sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, le soir, vous auriez envie de pouvoir partager, surtout que nous, on partageait en plus tous ces combats. Donc ça nous aidait énormément face à cette violence. Et c'est vrai que voilà, et le matin, vous savez, même 2 ans après, vous mettez la main sur le bout du lit, vous pensez qu'il y a quelqu'un et qu'il est là, et puis bien sûr, il n'est pas là. Mais voilà, il faut vivre, parce que le titre, c'est Plus vivant que jamais. C'est d'abord pour moi, parce que je suis vivant avec lui, et puis lui est plus que jamais vivant dans mon cœur, et je voudrais pas que tout ce qu'il a fait, parce qu'il avait, comme vous l'avez souligné, 31 ans, mais il a fait énormément de choses. C'était un militant extraordinaire, et ça, je voudrais pas qu'on l'oublie. Est-ce que parfois, quand on vit quelque chose comme ça, on se dit j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de tout lâcher? Oui, moi, c'est vrai que je pense maintenant plus à aller vivre, puisque maintenant mon but c'est un jour d'aller finir ma vie en Thaïlande, qu'on aimait beaucoup, et où le moment présent c'est quelque chose qui existe, parce que moi c'est vrai que j'ai difficile de se faire des projets personnels aujourd'hui, et on se dit que profiter du moment présent, qu'on oublie trop dans notre société ici, c'est quand même un peu ça l'idéal, et ça on peut le vivre dans certains pays. Alors c'est peut-être lié au bouddhisme aussi, alors qu'ici c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut toujours prévoir ce que vous allez faire demain, les projets, etc. Même si voilà, j'abandonne pas mes combats et je vais encore les mener, mais oui, aujourd'hui, j'aspire plus à un peu de tranquillité que à continuer des milliers de combats. Voilà, j'ai besoin de bienveillance. Les gens peuvent se dire aussi pourquoi écrire un livre personnel à ce point-là, raconter votre rencontre, votre histoire d'amour, tout ce qui s'est passé entre vous. Vous l'expliquez dans la préface. Vous pouvez me la lire, la préface. Je voulais la lire moi, mais je me suis dit que c'était mieux si vous la lisiez vous, parce que ce sont vos mots.
Sur les conseils de notre amie Valérie Trierweiler, je commence à coucher ces lignes sans savoir où elles me mèneront, sûrement nulle part. Peut-être simplement à tenter d'accepter l'inacceptable, ta perte, Christophe, mon ourson, ma moitié d'orange, mon ange, mon amour, après 11 ans de vie commune et presque 5 années unies dans le mariage, sans aucun orage violent, sans véritable nuage. Christophe, je t'écris cette lettre sous forme de journal, elle sera intime, mais jamais impudique, elle sera celle de celui qui souffre, à celui qui lui a donné tant de bonheur, tant d'amour, à celui qui fut son tout. C'est puissant. Ouais, je pense qu'il fallait lui rendre cet hommage. D'abord, c'est Valérie Trierweiler qui m'a dit de faire ça et je l'en remercie parce que écrire m'a aidé parce que ça m'a il fallait libérer tout ça et c'était même vos amis, tout ça dans ces moments, c'est extrêmement compliqué. Et puis en écrivant tout ça, ça m'a permis de me rappeler mais ces moments incroyables que j'ai vécu avec lui. Et c'est vrai, cette dame qui me disait, vous avez vécu l'amour, oui, ça vous remplit quand même, l'absence est là, mais vous avez une richesse en vous, un trésor qui vaut tellement et qui vous permet de survivre. Et il méritait parce que quand je l'ai connu, c'était un moment où dans ma vie, je n'allais pas forcément bien, à la fois physiquement et moralement. Et il m'a donné une nouvelle chance. Et voilà, et je suis... alors c'est un peu compliqué parce que, vous savez, moi, je vis avec le VIH depuis longtemps. Je m'étais dit, enfin, quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de moi. Je me suis occupé de tellement de gens qui sont morts, de mes amis jeunes. Et puis là, vous vous retrouvez tout seul. Vous savez, peu de temps après, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai eu pas mal, bon, comme on a après un deuil comme ça. Et on me demande qui faut prévenir. Et je dis, bah, Christophe, je me rends compte de l'absurdité. Et je me suis rendu compte que voilà, moi, ma mère est très loin, est très âgée. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même un peu tout seul, même si je me suis constitué une famille d'amis formidable, mais j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Et c'est vrai que c'était mon tout. Et ce tout est parti, même si je suis sûr qu'il est quelque part à veiller sur nous tous. C'est un peu la vie à l'envers, j'ai envie de dire, parce que je l'ai dit, hein, il avait 31 ans, vous en avez 60. On aurait pu imaginer le contraire dans la logique des choses, que ce soit vous qui est parti en premier. Là, tout à coup, un jour, on vous appelle, on vous dit qu'il est décédé. Qu'est-ce que vous vous dites ? Bah vous n'y croyez pas. Enfin, il y a eu plusieurs heures où je n'en arrivais pas à le joindre et c'est incroyable, quoi. Moi, je vous dis, j'ai perdu beaucoup d'amis, mais c'était beaucoup d'amis qui sont morts du sida. Ils avaient une longue agonie, donc on attendait ces trucs-là. Voilà, moi j'étais parti, j'étais en déplacement. La veille, je le vois, on a eu un déjeuner ensemble. C'était voilà, il m'a dit des mots d'amour au moment où je suis parti. C'était comment j'aurais pu imaginer que le lendemain il n'était pas là. Et après c'est d'une violence. Vous arrivez tout chez vous, tout vous rappelle sa présence. Et puis bah moi j'étais un peu, vous savez, j'étais le plus vieux comme vous le rappelez, mais au final je me demande s'il n'avait pas souvent plus de maturité que moi. Et il s'occupait tellement de choses que je me suis retrouvé un peu comme un enfant qui savait plus quoi faire, même sur certaines formalités, sur certaines choses. Et voilà, c'est d'une très grande violence. Et c'est pour ça qu'il faut le dire aussi à chacun, ce travail de résilience. Il faut laisser aux gens le temps, quoi. Il faut que dans cette société, on comprenne que la principale des choses dans la vie, au final, c'est ce que vous construisez avec les autres, c'est l'amour que vous avez pour votre compagne, pour votre compagnon. C'est quand même ça l'essentiel. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas... des semaines plus tard, et je pense que ça dure des années, des gens qui ont perdu des enfants, c'est quelque chose d'immense violence. Perdre la personne avec qui on a vécu pendant 11 ans, c'est d'une violence incroyable. Il faut que dans cette société, on comprenne qu'il faut nous laisser du temps. Et dans ce livre, vous évoquez également les raisons de sa disparition. Il est mort après une overdose, en fait, et vous mettez en garde, d'ailleurs, c'est un des objets du livre, mais je préférais qu'on s'intéresse à vos sentiments et à Christophe plutôt qu'à cette partie-là, mais c'est une partie importante aussi de ce livre. Vous mettez en garde contre cette consommation de drogue. Je pense qu'on est dans une société où on ne sait pas, les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui les drogues de synthèse et le chemsex sont devenues des choses très très importantes. Il y a une explosion de ces drogues et les pouvoirs publics ne disent absolument rien parce qu'ils savent pas quoi dire. Parce que vous savez, l'une des drogues avec lesquelles est mort Christophe, elle est légale.
c'est-à-dire qu'elle n'est pas classée dans les stupéfiants. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de drogues qui arrivent de Chine, d'Inde, des Pays-Bas, dont certains produits ne sont même pas illégaux, qui prouvent qu'aujourd'hui, il faut une autre politique des drogues. Et comme le gouvernement ne sait pas quoi dire, il préfère se taire, et vous avez toutes les semaines des gens qui tombent dans des comas parce qu'ils ne savent pas du tout. Ça, ils prennent plusieurs produits. Ils ne savent pas que sont des mélanges. Par exemple, Christophe avait pris du GBL et de l'alcool. S'ils prennent les deux, ils peuvent en mourir. Et plein de gens ne le savent pas. Et les pouvoirs publics aujourd'hui, moi c'est pour ça que je lance un cri d'alerte. Aujourd'hui, ces drogues ont explosé. On n'en parle pas, on les a facilement, vous prenez votre téléphone, vous les commandez, d'où, vous voyez, il n'y a même plus besoin de dealers. Et ça prouve que la politique de prohibition des drogues, aujourd'hui, ne fonctionne pas et qu'il faut faire une grande politique de prévention, une grande politique d'information pour éviter que des jeunes et des moins jeunes, parce que c'est pas juste le fait des jeunes, arrêtent de mourir ou en tout cas de tomber dans des comas avec ces produits aujourd'hui qui sont très nombreux, qui coûtent rien du tout. Une dose, ça coûte quelques dizaines de centimes. Vous vous rendez compte? On est loin des prix de la cocaïne, etc. Le livre s'appelle Plus vivant que jamais, comment survivre à l'inacceptable aux éditions Michelon. Merci Jean-Luc Romero d'être venu sur ce plateau.